Si vous pensez que nos anciens ancêtres étaient primitifs, détrompez-vous. Les gens qui vivaient sur cette planète il y a des milliers d'années ressemblaient beaucoup à vous ou à moi, ils avaient simplement à leur disposition des croyances et des technologies différentes. Cela dit, leur technologie aurait pu être plus sophistiquée que nous l'imaginions. Regardez cette vidéo pleine d'anciennes technologies étonnantes si vous en voulez une preuve. Numéro 1. Nous commençons par un artefact qui a été découvert dans un mausolée de l'époque des royaumes combattants en Chine en 1990. Le cristal est couramment utilisé dans les verres et la vaisselle aujourd'hui, mais jusqu'à la découverte du cristal des royaumes combattants, nous n'avions aucune idée que le cristal, la technologie derrière une vitre, était accessible aux membres de l'élite de la société chinoise il y a 2200 ans. Le verre ressemble à un verre moderne et est étonnamment bon état pour son âge. Il mesure 15 cm de haut avec une ouverture ronde au sommet et est fabriqué en cristal naturel de haute qualité. Il est considéré comme si important en Chine qu'il est répertorié comme l'un des 64 objets anciens qui ne sont jamais autorisés à quitter le pays. Cet objet précieux a été découvert dans la province du Henan, à environ 60 cm sous terre, à l'intérieur de la tombe d'un inconnu. C'est le seul verre de cette époque qui ait été découvert en Chine, mais il se brise si facilement qu'il n'est probablement pas surprenant qu'on n'en ait pas encore trouvé d'autres exemplaires. La vraie question est de savoir comment il a été fabriqué, et c'est une question à laquelle les experts d'aujourd'hui n'ont pas encore répondu. Numéro 2. Pendant que nous parlons des réalisations technologiques des anciens Chinois, posons-nous une question qui semble à première vue ridicule: les Chinois étaient-ils capables de voler il y a plus de 2000 ans? Nous nous posons la question car les archives suggèrent que l'empereur Chang Tang a fait construire une machine volante en 1766 avant JC, mais a ensuite détruit son avion pour s'assurer que personne d'autre ne découvre les secrets du vol. Il n'y a peut-être rien dans cette histoire, mais il y a 2300 ans, le poète chinois Zhu Yun a achevé une étude sur le désert de Gobi. Il n'aurait dû être possible de capturer les détails qu'il a capturés qu'en observant le désert d'en haut, ce qui implique qu'il l'a vu depuis un avion. Les traditions orales du peuple nep contiennent également de multiples références au vol propulsé, dont ils disent qu'il s'agissait d'un savoir réservé aux Yavana. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que les anciens habitants de la Chine fabriquaient il y a environ 2400 ans des appareils appelés libellules en bambou ou hélicoptères en bambou. C'étaient des jouets pour enfants et consistaient en une hélice sur un bâton capable de décoller du sol si elle était suffisamment tournée. Qui peut dire que personne n'a créé une libellule en bambou assez grande pour accueillir une personne à l'intérieur? Numéro 3. Passons de la Chine ancienne à l'Égypte ancienne. Il existe un argument convaincant selon lequel ils avaient accès à d'autres formes de technologie avancée. Bon nombre de leurs plus grandes structures étaient constituées de pierres dures telles que le granit, la diorite, le basalte et le quartzite. Il s'agit de matériaux qui ne peuvent pas être façonnés efficacement, même avec des outils en fer, mais les Égyptiens les façonnaient à la perfection et ne disposaient d'outils en fer qu'il y a 2700 ans. On est censé croire qu'ils ont percé des trous dans le granit en utilisant uniquement des outils en bronze, trop mous pour avoir accompli la tâche. Le célèbre obélisque inachevé d'Aswan est l'un des exemples les plus évidents d'un cas où les outils impliqués dans les travaux n'auraient pas pu être ceux que nous pensons que les Égyptiens possédaient. L'analyse des lignes précises de l'obélisque suggère qu'ils ont été créés à l'aide d'un outil coupant qui, à notre connaissance, les Égyptiens ne disposaient d'aucun outil capable de réaliser un tel travail. C'est un problème tellement criant que certains historiens se demandent s'il existait une civilisation avancée dans cette partie du monde avant l'arrivée des Égyptiens. Si c'est le cas, c'est une civilisation qui a disparu sans laisser de traces. Numéro 4. Comment un soldat italien du XVe siècle pouvait-il combattre la nuit s'il faisait trop sombre pour voir son adversaire? Est-ce qu'il s'est endormi et a attendu le matin? Non, il a utilisé un bouclier de lanterne.
Le curieux bouclier avait un petit trou dans la partie supérieure dans lequel on pouvait placer une lampe de poche, accompagnée d'un deuxième compartiment pour l'huile. De cette façon, un soldat pouvait continuer à combattre toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève. Une théorie alternative est que la lampe de poche était destinée à être une arme offensive conçue pour aveugler l'adversaire. Les historiens diffèrent quant à savoir si ces appareils étaient réellement utilisés au combat ou s'ils n'étaient utilisés que par l'ancien équivalent des policiers patrouillant la nuit dans les rues des villes italiennes. Quoi qu'il en soit, ils causaient probablement plus de problèmes qu'il n'en valait la peine. Il aurait été facile pour l'huile de s'écouler à travers le bouclier, mettant le feu au bras du porteur et le laissant dans une situation désavantageuse significative. Ce n'est peut-être pas une invention parfaite, mais elle est extrêmement innovante pour l'époque. Numéro 5. Selon le récit officiel de l'histoire, la race humaine ignorait la force du magnétisme jusqu'à ce que le philosophe grec Thalès de Milet en parle il y a 2600 ans. Nous ne croyons pas que cela soit vrai. Il existe de nombreuses preuves circonstancielles selon lesquelles l'ancienne civilisation olmèque d'Amérique du Sud connaissait le magnétisme bien avant et l'incorporait même dans ses statues et ses structures. Plusieurs objets chargés magnétiquement ont été récupérés sur des sites olmèques au Mexique, notamment une barre polie vieille de 3400 ans qui pourrait avoir fait partie d'un compas magnétique. Des anomalies magnétiques peuvent également être trouvées sur le museau d'une sculpture d'un animal mystique à Izapa et sur de nombreuses têtes et statues ventrus olmèques. Les anomalies se produisent si fréquemment qu'il est statistiquement presque impossible qu'elles soient arrivées par hasard. Chacune des statues de Monte Alto possède des propriétés magnétiques. Il est pratiquement certain que le magnétisme a été observé et compris par les Olmèques bien avant d'être observé et compris par quiconque sur Terre. Mais comment l'ont-ils découvert et pourquoi l'ont-ils incorporé dans leur statut? Numéro 6. La même ancienne épave qui nous a donné le mécanisme d'Anticythère a révélé un autre trésor en juin 2022, lorsque des archéologues marins ont localisé ce que l'on pense être la tête perdue d'une statue vieille de 2000 ans du dieu romain Hercule. L'épave, qui se trouve au large des côtes grecques, a été découverte par des plongeurs d'éponge en 1900 et fait depuis lors l'objet d'une évaluation archéologique constante. On pense qu'il occupe sa position actuelle depuis environ 60 avant JC. La tête en marbre est passée inaperçue jusqu'à présent car elle est dans un si mauvais état qu'on pensait qu'il s'agissait d'une roche déformée. Il n'a été possible de l'identifier comme une tête qu'après que des plongeurs ont également trouvé la base de la statue, ainsi que les parties inférieures de ses jambes. La tête n'est pas la seule découverte notable sur le site de plongée récemment. Les archéologues ont également trouvé 2 dents humaines incrustées dans des dépôts marins, confirmant qu'au moins une personne ne s'est pas échappée du navire avant son naufrage. Les historiens pensent que ce navire de 130 pieds de long se dirigeait vers Rome depuis quelque part dans l'est de la Méditerranée lorsqu'il a coulé lors d'une tempête, mais ils espèrent en apprendre davantage sur ces nouvelles découvertes. Numéro 7. Nous savons que la peste noire a été le fléau le plus meurtrier jamais frappé sur la Terre. Nous savons également que la peste a culminé entre 1346 et 1352. Ce que nous n'avons jamais su, c'est où la peste a commencé, mais cela a peut-être changé récemment. Après avoir examiné des milliers de pierres tombales médiévales, les chercheurs pensent avoir pu retracer les origines de la peste noire à un endroit précis et improbable. S'ils ont raison, tout a commencé près du lac Issyk-Kul, dans l'actuel Kirghizistan. Un nombre disproportionné d'inhumations ont eu lieu dans les cimetières voisins de Burana et de Karadjigak entre 1338 et 1339, la cause du décès étant la peste. Les scientifiques ont ouvert les tombes de 3 de ces individus et ont identifié la bactérie de la peste dans chacun d'entre eux. De là, la peste a probablement atteint l'Europe occidentale à bord des navires marchands et a ensuite tué environ 50% de la population totale de l'Europe. Bien que l'on pensait autrefois que les rats étaient responsables de la transmission de la peste noire,
il est désormais plus probable qu'elle ait été transmise par des puces infectées. Numéro 8. La civilisation viking a peut-être commencé en Scandinavie, mais elle s'est répandue sur de nombreux pays. Nous savons que les Vikings sont venus en Amérique du Nord, donc comparativement, l'Islande était un court voyage pour eux. En mai 2022, une grotte artificielle a été découverte dans le petit village islandais d'Odei, et les archéologues sont convaincus que les colons vikings sont responsables de son existence. Odei appartenait autrefois à un puissant clan viking appelé les Eudverjar, notamment dirigé par Smindur l'érudit, qui vécut entre 1056 et 1133 et écrivit une grande partie de ce que nous savons sur les premiers rois de Norvège. Les fouilles dans le système de grottes nouvellement découvert ont probablement commencé à son époque. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un nahir, une sorte d'écurie médiévale pour le bétail et les chevaux. Le travail des archéologues à l'intérieur de la grotte est risqué, car elle est taillée dans du grès tendre et pourrait s'effondrer à tout moment. Il y a probablement encore des découvertes à faire dans les coins les plus profonds de la grotte, mais trouver un moyen sûr de les explorer pourrait prendre du temps aux archéologues. Numéro 9. De retour en Europe, nous retrouvons les statues connues sous le nom de géants de Mont Euprama, situées près de Cabra, à l'ouest de la Sardaigne, une île qui appartient à l'Italie. Ce sont de grandes créations impressionnantes. Chacune d'elles mesure 8 mètres de haut et possède de grands yeux plats en forme de disque qui provoquent un certain inconfort chez ceux qui les observent. Ils ont résisté à l'épreuve du temps, mais personne ne sait exactement depuis combien de temps ils sont là. La plupart des experts placent la date de sa création entre 3100 et 2800 ans et désignent la civilisation nuragique comme la bâtisseuse la plus probable. Malheureusement, nos archives sur le peuple nuragique ne sont pas exhaustives, ils ont été expulsés de leur terre par l'Empire romain il y a environ 2200 ans et les Romains ont pratiquement effacé toute trace de leur existence. Il semble cependant que les Romains appréciaient ces sculptures car ils les laissaient intactes. La découverte en 1974 de tombes anciennes à proximité des statues suggère qu'elles auraient pu être placées là pour garder les morts, bien qu'il ne s'agisse que de spéculations. Numéro 10. Au cours de l'année 2022, l'archéologie en Ukraine, en ces temps difficiles, a fait une découverte inattendue en mai à Odessa, une collection d'amphores grecques antiques. Cette découverte, réalisée lors de fouilles de routine dans la ville, a révélé des artefacts datant d'environ 2500 ans, lorsqu'Odessa était connue sous le nom d'Odessu et était une ville fondée par les Romains. Ces amphores sont non seulement des témoins silencieux de l'histoire ancienne de la région, mais offrent également un aperçu fascinant de la vie et du commerce de cette époque lointaine. Sa découverte apporte une lueur d'espoir culturel dans un contexte où plus de 120 sites d'importance historique et culturelle ont subi des dommages dus aux événements récents. Malgré les défis persistants, les archéologues et les experts locaux s'efforcent de préserver et d'étudier ces précieux artefacts, enrichissant ainsi notre compréhension du passé, même au milieu des adversités actuelles de l'Ukraine. Numéro 11. Dans le décor mystérieux de Pumapunku, un complexe mégalithique situé dans les hauteurs imposantes de la Bolivie, se tisse une histoire fascinante qui remet en question nos perceptions de l'Antiquité et les capacités techniques des civilisations anciennes. Pendant des siècles, on a cru que cette enclave rituelle avait été érigée par le peuple Aymara vers l'an 600 après JC. Cependant, des recherches récentes, étayées par l'analyse du radiocarbone, ont révélé des résultats surprenants. Certains composants de ce complexe remontent à 100 ans avant JC. Si ces preuves s'avèrent exactes, elles pourraient profondément modifier notre compréhension du développement humain dans la région, faisant de cette découverte une étape archéologique sans précédent. En explorant les ruines de Pumapunku, les scientifiques ont réussi à reconstituer l'aspect ancien de ce lieu énigmatique. Des images émergent devant nous d'un ensemble de structures disposées sur une colline, entourées d'une maçonnerie impressionnante. Mais le plus déconcertant est le processus de construction lui-même, le transport d'énormes blocs de pierre,
certains pesant plusieurs centaines de tonnes, depuis des distances considérables, sans l'aide de machines modernes. Comment les anciens habitants de cette région parvenaient-ils à déplacer de telles charges sur un terrain inhospitalier et accidenté? Cette énigme a alimenté les spéculations sur d'éventuelles influences extraterrestres sur la construction de Pumapunku, remettant en question les limites de notre compréhension historique et technologique. Numéro 12. Le temple de Jupiter au Liban, situé dans l'ancienne ville de Baalbek. À première vue, le temple en ruine pourrait ressembler à une ancienne relique eurasienne typique. Pourtant, ce temple est exceptionnel. Il abrite l'un des blocs de roche les plus étonnants de la planète, connu sous le nom de pierre de la femme enceinte. Vieille d'environ 2000 ans et pesant plus de 1000 tonnes, cette pierre présente des dimensions impressionnantes, 20 mètres de long, 4 mètres de large et de haut. Ce qui est remarquable, c'est que le bloc est poli à l'extrême, malgré l'usure du temps. L'intrigue augmente si l'on considère que seule une partie de la pierre est montrée, puisqu'elle est tombée et est devenue impossible à soulever. Même avec la présence de machines modernes et avancées, cette tâche serait pratiquement inaccessible. Cela nécessiterait plusieurs dizaines de grues puissantes introuvables dans la zone. Le mystère demeure. Si les technologies modernes ne peuvent pas manipuler cette pierre, comment les anciens ont-ils réussi à la créer il y a 2000 ans? C'est une énigme qui implique le traitement et le polissage minutieux de la pierre, ainsi que son transport. Cependant, la pierre de la femme enceinte n'est qu'un élément de Baalbek et de son complexe de temples. À cet endroit se trouvent de nombreux blocs colossaux, colonnes sculptées et autres objets extrêmement lourds, pesant chacun environ 800 tonnes. Les chercheurs ne comprennent toujours pas qui étaient les constructeurs de ces bâtiments et, ce qui est plus intéressant encore, pourquoi ils en avaient besoin. Ce mystère s'approfondit encore davantage si l'on considère que le Liban était sous domination romaine et n'était pas proche du centre du pouvoir de l'Empire lorsque ces structures monumentales furent érigées à la périphérie. Il est possible que la vérité derrière la construction de Baalbek soit différente, peut-être représentative d'une civilisation avancée. Certains chercheurs soutiennent même la théorie selon laquelle seuls des géants auraient pu être les architectes de ces structures. Un chercheur récemment décédé était convaincu que les preuves étayaient l'existence d'extraterrestres, arguant que comment des blocs de pierre aussi majestueux pouvaient-ils être créés par des humains? La magnificence ne réside pas seulement dans la taille des bâtiments individuels, mais aussi dans leur décoration et leur traitement. Numéro 13. En 1912, l'intrépide bibliophile américain Wilfrid Voynich acquiert des mains de moines italiens un trésor littéraire unique, un manuscrit mystérieux qui déroute depuis lors les savants et les curieux. Cet ancien parchemin, composé de 248 pages aux dimensions particulières, 22,5 sur 6 cm, est un recueil de connaissances qui défie toute catégorisation conventionnelle. Divisé en diverses sections allant de la botanique et de l'astronomie à la biologie et aux recettes, le manuscrit présente une énigme après l'autre. Le plus déconcertant, ce sont les illustrations qui accompagnent chaque entrée. Ceux-ci représentent des objets et des phénomènes qui défient l'entendement humain, avec des plantes médicinales et des corps célestes sans équivalent dans la réalité connue. Les spéculations sur la paternité et le but du manuscrit ont été aussi abondantes que sur les pages qui le composent. Bien que les chercheurs aient déterminé que le manuscrit remonte au XIVe siècle, l'origine de son contenu reste une énigme non résolue. Au fil des années, d'innombrables tentatives ont été faites pour déchiffrer le texte incompréhensible qui remplit ces pages, mais toutes ont échoué. Ce manque de progrès frustrant a alimenté des théories farfelues, notamment la suggestion selon laquelle le manuscrit pourrait être une chronique de la vie sur un monde extraterrestre. Cependant, toutes ces conjectures manquent de preuves solides. Pour ces raisons, le manuscrit de Voynich a acquis une réputation légendaire comme l'une des énigmes les plus insaisissables et captivantes du monde des livres anciens. Son contenu défie les limites de la connaissance humaine,
invitant les générations futures à continuer de chercher des réponses dans ces pages complexes. Numéro 14. En Égypte, il y a plus de 5000 ans, on créait déjà d'impressionnants bijoux avec des météorites. Ils furent des pionniers dans le monde de la joaillerie utilisant ces roches spatiales rares pour fabriquer des objets de décoration. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante, ils ont trouvé une perle fabriquée à partir d'une météorite de fer datant d'environ 3500 à 3600 avant JC. On croyait qu'ils avaient des pouvoirs magiques, notamment des propriétés curatives. Les gens pensaient que porter des bijoux fabriqués à partir de météorites de fer contenant du nickel pouvait équilibrer et renforcer le corps et même purifier le sang. Ces perles spéciales ont été trouvées en 1911 dans le cimetière de Gizeh, non loin du Caire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été créés des milliers d'années avant que l'Égypte n'entre dans l'âge du fer, ce qui est en fait l'un des exemples les plus anciens d'utilisation du fer en Égypte. Ce qui les rend encore plus spéciaux est leur composition. Les chercheurs ont découvert qu'ils contenaient beaucoup de nickel, signe qu'ils provenaient de météorites, et un motif cristallin spécial appelé Widmanstaten. Ces motifs ne se forment que dans les météorites provenant des astéroïdes des premiers jours du système solaire. Bien que certaines personnes aient d'abord eu des doutes et pensaient que la teneur élevée en nickel provenait peut-être de la fusion, des recherches ultérieures ont montré que ce n'était pas le cas. Ces perles ont été formées sans chaleur, ce qui signifie qu'elles ont été travaillées à froid.